Bienvenue sur Vox Africa. Nous sommes Kinshasa, grande métropole qui abrite plus de 15 millions d'habitants. Une ville qui fourmille de conférences, de forums et qui accueillera d'ici quelques jours, le 17 septembre, la 4e édition du Forum Makutano. De plus en plus considéré par les observateurs comme le Davos congolais, le Sultani Makutano, dans sa 4e édition, a réuni plus de 500 chefs d'entreprise à Kinshasa et à Brazzaville, les deux capitales les plus proches au monde, unies par l'histoire. Les 70 sponsors sont là. Ces sponsors pensent et croient avec nous qu'on peut changer le visage de la RDC. Ils sont à l'écoute. Et vous savez que la RDC connaît un moment critique, un moment délicat. Et on ose avoir un autre discours. On ose dire qu'il y a des jeunes qui osent et qui croient en autre chose. Tout a commencé par la traditionnelle soirée des sponsors qui permet à toute l'équipe du Makutano de remercier ses soutiens et partenaires, de les suivre dans ce qui est un challenge au quotidien, mais également de montrer qu'au-delà de la concurrence sur le terrain, des personnes du même secteur ont tout intérêt à regarder dans la même direction afin d'améliorer le contexte économique dans lequel ils évoluent tous. L'occasion également de réseauter et de rappeler l'importance du plaidoyer qui sera fait tout au long des 2 jours du Forum Sultani Makutano. Placée sous le signe de l'ouverture, la 4e édition, dont le thème était le local content ou la reconquête de l'économie, a pour la première fois proposé aux entrepreneurs de la République démocratique du Congo, d'Afrique et de sa diaspora d'aller à la rencontre de leurs homologues de la République du Congo. C'est aux alentours de 8h30 que femmes et hommes d'affaires se sont présentés aux abords du fleuve afin de participer à ce qui s'annonçait historique comme rapprochement économique Kinshasa-Brazzaville. Le samedi 15 septembre donnait donc le là d'une édition spéciale du Sultani Makutano, un forum annuel et un réseau d'affaires dont l'objectif principal est de contribuer à la réappropriation effective de l'économie nationale par les Congolais et plus généralement de l'économie africaine par les Africains. Fondé par Nicole Soulou, le réseau Sultani Makutano compte à ce jour plus de 600 membres, actifs du 1er janvier au 31 décembre. Au-delà de son caractère formel, le réseau Sultani Makutano se positionne en force de proposition auprès des autorités à travers un think tank, en favorisant un dialogue permanent entre acteurs économiques nationaux, entre investisseurs et autorités publiques, entre étudiants et acteurs privés, entre chefs d'entreprise nationaux et chambres économiques consulaires et organisations internationales. Le majestueux Majestic voguant sur le fleuve Congo, premier moment effectif de B2B entre les entrepreneurs venus de la République démocratique du Congo, de toute l'Afrique et de sa diaspora, la traversée a permis à ceux-ci de networker dans une ambiance conviviale mais studieuse qui donnait le ton de ce que l'équipe du Makutano avait préparé pour le reste de la journée à Brazzaville. En terre brazzavilloise, les Makutano venus de la République démocratique du Congo, de toute l'Afrique et de sa diaspora ont été accueillis par les autorités politiques et économiques de la République du Congo. Les rencontres B2B étant au cœur de ce rapprochement Kinshasa-Brazzaville, la terrasse de l'hôtel Radisson Blu était la première halte de cette journée marathon, dont l'objectif principal était de mettre en place des espaces de concertation entre les 2 chambres. L'opportunité des assises, c'est renforcer le cadre réglementaire, parce que ce qui fait la faiblesse dans nos 2 pays, c'est le cadre réglementaire. Il faut que le cadre réglementaire soit renforcé pour qu'il y ait moins de litiges sur les questions de parcelles, surtout les litiges fonciers, parce que l'entreprise a besoin de sérénité. Quand on investit, c'est pour faire un retour sur investissement. Mais si le chef d'entreprise doit passer sa vie au tribunal pour courir après son avocat et les magistrats, c'est pas bon signe. Il faudrait que nos autorités améliorent le climat des affaires et nous allons travailler. Ce qu'on voudrait, c'est qu'au niveau des 2 fédérations, au niveau des 2 chambres de commerce, on puisse mettre cette synergie, on puisse mettre cette collaboration pour que les entreprises de la RDC et les entreprises du Congo-Brazzaville puissent collaborer dans plusieurs secteurs.
et à plusieurs niveaux. Il n'y a à ce jour aucune donnée statistique officielle faisant état du volume des échanges commerciaux entre les deux capitales les plus proches du monde, Kinshasa et Brazzaville. Favoriser les échanges commerciaux entre Kinshasa et Brazzaville et dans une plus grande mesure entre la République démocratique du Congo et la République du Congo s'inscrit dans une dynamique plus large de faire de l'Afrique le plus grand marché unique au monde. La journée s'est prolongée par un business lunch débat portant sur comment bâtir une dynamique économique entre les deux rives en favorisant davantage les échanges entre les entrepreneurs. Le Makutano est un réseau qui favorise la rencontre entre les acteurs économiques afin qu'ils puissent identifier leur savoir-faire mutuel et faire des projets ensemble. À ce jour, le Makutano compte près de 100 projets réellement réalisés grâce au réseau. Les échanges commerciaux intra-africains induisent la transformation structurelle et industrielle de l'Afrique et la création de chaînes de valeur régionales voire continentales. Les gouvernements des pays africains doivent favoriser des politiques à l'appui d'économies plus inclusives, durables et résilientes. L'une des pistes évoquées lors du débat fut le tourisme qui est l'un des deux axes de la diversification économique en République du Congo, mais dont le PIB ne représente que 3%, alors qu'ailleurs dans certains pays africains, il représente plus de 10%. Nous sommes optimistes. On a reçu aujourd'hui près de 300 chefs d'entreprise de la RDC. Moi je pense qu'on ne peut pas être pessimiste. Il est question de créer les conditions pour améliorer l'état actuel des choses. Le marché commun africain commence par ici. Les discussions entre les participants montraient qu'avec plus ou moins 17 millions de consommateurs, les marchés intérieurs respectifs sont un formidable levier de croissance pour les économies des deux pays. Pour que cette dynamique Kinshasa-Brazzaville soit effective, outre des outils qui sont déjà en place pour créer des synergies entre les deux rives, il faut plus de concertation en amont entre les deux chambres de commerce et entre les deux États, mais également que chacun des deux pays se spécialise dans ces domaines d'excellence afin de créer une complémentarité commerciale. C'est une initiative ou une pensée partagée par les deux peuples, mais bon, peut-être que la volonté politique jusque-là ne l'a pas permis. Et aujourd'hui, on espère que par l'initiative des opérateurs économiques, cela viendra. Dans cette démarche de Makutano de venir à Brazzaville, il y a réellement de la solidarité africaine. Aujourd'hui, nous comptons plus de 600 membres du réseau Makutano et il y a réellement de l'intérêt à appartenir à ce réseau en termes de network, en termes de lobbying, en termes de connexion. On y trouve énormément de facilité et d'intérêt. Et donc venir partager cette expérience avec nos amis de Congo-Brazzaville, non seulement que nous élargissons le réseau Makutano, mais aussi ça peut leur servir à eux de modèle par rapport à ce qu'ils font, à la manière dont ils travaillent, à trouver des intérêts, à mettre ensemble les énergies et les opportunités. Le président des deux chambres de commerce de Brazzaville et de Kinshasa va procéder à la signature du protocole d'accord. Passer des slogans à quelque chose de réel, de concret. Parce que les slogans en Afrique, comme on l'a toujours dit, ça existe, on en a des milliers. Mais passer à l'acte, passer à l'action, c'est ce qui nous manque souvent. Et je pense que la signature de ce protocole aujourd'hui entre les deux chambres de commerce est réellement une réalisation concrète et on peut s'en féliciter. On dit c'est 14 millions de consommateurs, qui n'en a pas besoin, qui en business n'a pas besoin d'avoir plus de consommateurs. Eh ben on va à la ville la plus proche, on voit là où les synergies peuvent être rapides avec un agenda court, on voit là où on peut ouvrir les marchés, là où on peut avoir le plus de consommateurs. On est les deux capitales les plus proches, alors démontrons qu'on peut réellement faire des choses ensemble, sortir de l'informel, renforcer nos entreprises, c'est renforcer nos deux pays. L'édition 2018 du Sultani Makutano s'est fixée comme ambition d'embrasser une visée plus panafricaine. Pour cause, John Dramani Mahama, président honoraire de la République du Ghana, a effectué sur invitation des organisateurs le déplacement de Kinshasa en qualité de parrain pour s'exprimer sur l'expérience de son pays par rapport au thème de la 4e édition, le Local Content. Nous l'avons expérimenté au Ghana également, dans le cadre du secteur pétrolier. Nous avons incité les compagnies pétrolières au Ghana à favoriser les nationaux en termes de contrats, en termes de position dans les entreprises. Et cela a fonctionné. En 2016, grâce aux mesures mises en place pour favoriser le local content, les sociétés ghanéennes dans les secteurs pétroliers ont engrangé $1 milliard. C'est donc une politique importante qu'il faut continuer de mener, mais pas uniquement dans le secteur pétrolier, dans tous les secteurs.
C'est le Kempinski Fleuve Congo Hotel de Kinshasa qui a abrité la journée de table ronde et d'ateliers sur l'état des lieux sans concession du contexte économique du pays et proposer des pistes de solutions afin d'ériger le local content comme modèle de croissance. Sur quoi devrions-nous fonder notre développement? Comment pourrions-nous parvenir à mettre en œuvre une telle vision? Comment la financerons-nous? Quelles sont les conditions de réussite de sa mise en œuvre? Les débats ont tourné autour de la compétitivité des entreprises congolaises, du fonds souverain, des nouvelles technologies de l'information et des communications, de l'éducation et de la formation, mais également de l'industrie extractive. Le Centre africain de développement minier met en place le plan, la vision minière africaine, qui est le nouveau plan d'industrialisation de l'Afrique, en s'appuyant sur les ressources naturelles. Effectivement, on ne peut pas exploiter ces ressources, on ne peut pas tirer profit de ces ressources, contrairement à ce qui s'est passé jusqu'ici, sans avoir une plus grande participation de l'entrepreneuriat local. C'est des secteurs hautement capitalistiques, avec des technicités de très très haut niveau, et on est dans une ère de l'économie digitale où il y a énormément d'innovation. C'est la raison pour laquelle c'est très très important que les entrepreneurs africains qui sont appelés à jouer un plus grand rôle dans le secteur, dans la chaîne de valeur et les chaînes d'approvisionnement, puissent avoir un espace où ils vont pouvoir acquérir des compétences. Moins de 3% des mines en RDC sont détenues par les Congolais. Nous voulons un local content qui n'aille pas seulement dans la fourniture des services, dans la fourniture des matériaux, dans la fourniture de tout ce qui est composantes nécessaires dans les mines, mais aussi non seulement dans la détention de ces mines-là, la pleine propriété ou la propriété partagée, mais aussi dans la structuration du financement, dans la découverte de ces mines-là à travers les prospections, les campagnes d'exploration, etc., mais aussi dans la création des industries connexes pour pouvoir industrialiser le pays au complet. Be a priority in infrastructure, which is power, roads, and then there also must be. Lors de la plénière de la séance d'ouverture, les débats ont porté sur la question cruciale de l'accès à l'énergie et à l'eau qui conditionne toute industrialisation et dans cette optique, interroger le rôle que les opérateurs privés nationaux sont appelés à jouer à l'avenir. Il faut aller dans le sens d'encourager les gens vers le développement et tous les investisseurs, et notamment les Congolais qui ont des idées et qui ont un potentiel. Et à travers eux, nous aurons la possibilité de donner un maximum de travail aux Congolais et pouvoir procéder à un développement de notre pays. L'État garantit à l'investisseur privé contre ce qu'on appelle le fait du prince. Et généralement, les investisseurs ont peur justement, les investisseurs étrangers ont peur justement du fait du prince. Et là, vous avez une disposition qui donne une garantie et ça participe au renforcement de ce qu'on appelle la sécurité juridique. En dehors de cette disposition, vous avez également une disposition qui met en place ce qu'on appelle un mécanisme d'offre spontanée, c'est-à-dire quand bien même l'autorité contractante n'initie pas un appel d'offres, un investisseur peut se présenter et dire voilà, je suis intéressé sur tel projet, j'ai mené déjà des études, je souhaiterais faire tel projet. Les générations futures, la pérennisation et la compétitivité des entreprises ont fait l'objet d'ateliers et de tables rondes à travers la thématique du fonds souverain et de la problématique de la transmission de l'entreprise familiale. Les entreprises familiales constituent 70% des entreprises de la République démocratique du Congo et après 4 générations, 30% d'entre elles sortent du giron familial. C'est dire que la table ronde sur la problématique de la transmission de l'entreprise familiale était attendue. Le défi ici, c'est comment concilier finalement la dimension familiale avec celle de la rationalité de l'entreprise. Il faut savoir que les deux logiques doivent coexister, les deux logiques doivent s'équilibrer. Des pressions et contraintes de toute nature en provenance de la concurrence des industries étrangères. Elles bénéficieront de ce fait d'une plus grande liberté de manœuvre et d'une plus grande certitude. 75% de l'économie congolaise est en dehors des banques car il y a une fiscalité non adaptée. Le secteur bancaire plaidant pour une réduction de l'impôt des sociétés. De nouvelles formations de médecins, mais dans quelles conditions? Étant donné que nous sommes nullement consultés pour l'ouverture, l'accréditation, l'acceptation par l'État des facultés, au moins nous pouvons nous constituer sous la houlette de l'ordre des médecins en
garant en défenseur de la qualité. Autre salle, autre table ronde, l'apport du secteur privé dans le domaine de la santé. La moitié de la population congolaise n'a pas accès aux services de santé et sans prendre en compte ce secteur indispensable, le développement de la RDC ne pourra se faire. Le deuxième constat qu'il faut faire dans le secteur de la santé, c'est de se dire que c'est un secteur éminemment porteur de l'économie, à très haute valeur ajoutée, et donc l'élément le plus important, c'est que la qualité même de la productivité du capital humain qui est important dans l'économie, mais sa productivité dépend de sa santé. Donc la santé est vraiment un secteur porteur de l'économie. Ça, il y a un manque d'infrastructures et de soignants proportionnellement au nombre de Congolais qui découle d'un problème de formation. Nous avons beaucoup à apprendre, notamment du secteur privé, qui aujourd'hui nous offre un plateau technique, celui que nous n'avons pas. La formation des cadres de la santé, susceptibles entre autres de gérer et d'administrer les centres hospitaliers, n'est pas suffisamment développée. Cette initiative de Jeune Afrique, ils veulent juste une seule chose, mettre les femmes influentes ensemble et créer des cercles d'influence. Au 21e étage du Kempinski, une autre messe était dite. C'est en sa qualité de représentante Women in Business Afrique centrale du CEO Africa Forum organisé par Jeune Afrique que Nicole Soulou a rassemblé 60 décideuses pour créer des cercles d'influence et faire bouger les choses dans les sphères de pouvoir. Une femme dans le conseil d'administration ou le comité de gestion, c'est d'abord la légitimité de l'entreprise. Du coup, vous voyez la valorisation. Donc l'entreprise est légitimée. Beaucoup de gens mettront en doute si c'est une entreprise mafieuse ou quoi, parce que quand même il y a des femmes. La légitimité, la valorisation de l'entreprise. Les femmes ont de la valeur parce qu'elles ne baignent pas dans la corruption. Le réseautage comme maître mot, les différentes oratrices ont partagé leur expérience et se sont exprimées sur la thématique du jour, comment renforcer la présence des femmes dans les conseils d'administration. Il est nécessaire de promouvoir davantage de femmes à des postes de responsabilité parce qu'elles apportent une intelligence et une expertise complémentaires. Alors comment amorcer ce changement de mentalité? Vous, mesdames les administratrices, déjà en fonction au sein des conseils d'administration, vous contribuez à amorcer ce changement de mentalité parce que vous apportez une nouvelle perception de ce que le rôle de la femme en entreprise. Il faut savoir que de nombreuses femmes s'autocensurent encore face à la pression sociale et à la tradition. Et le principal levier de changement repose dans le fait que les femmes déjà en fonction aient la capacité d'identifier d'autres femmes ayant des compétences avérées pour exercer un mandat similaire. Que ce soit au niveau politique, pour que les femmes soient dorénavant là où les décisions se conçoivent et plus uniquement où elles se prennent, que ce soit au niveau institutionnel, à travers des programmes d'appui au leadership, à l'autonomisation ou à la campagne Rifoshi pour mobiliser le plus d'hommes possible, pour en faire des partenaires, des femmes qui innovent, les différentes invitées de secteurs divers qui se sont exprimées, toutes se sont accordées sur le fait qu'il faut oser pour aller au-delà du plafond de verre. Tout le monde connaît ce plafond de verre, les femmes elles progressent et puis à un moment elles s'arrêtent. Mais je pense qu'ensemble, en ayant des modèles, en ayant des exemples, on peut aller plus loin, on peut pousser. Excellent moment de network, vraiment entre femmes, échanger les cartes pour ceux qui ne se connaissent pas. Je sais qu'il y a une puissance dans cette salle si ces femmes se mettent ensemble. On va parler par secteur d'activité, faire que ces mines, cette richesse minière, la journée riche en plaidoyer qui avait comme vocation de changer la donne s'est terminée par une session candidat Dessine-moi un projet qui a donné la parole aux entrepreneurs sur les propositions que devrait prendre en compte le futur président de la République démocratique du Congo pour favoriser l'émergence d'une nouvelle classe entrepreneuriale dans un climat propice aux investissements et aux échanges commerciaux. Que doit-on attendre du futur président? De manière très concrète, je souhaiterais que le président mette en priorité la mise en place d'un plan stratégique de développement. Qu'il comprenne que si nous avons des avantages comparatifs dans le secteur minier, il nous manque à nous et à beaucoup de pays en Afrique de l'énergie dont nous avons le potentiel ici. L'autre chose que je dirais de manière assez directe au prochain président de la République démocratique du Congo, c'est qu'il faudrait qu'il installe les citoyens à la distance égale de l'État. Du futur président, moi je pense qu'on devrait attendre de lui des moyens incitatifs pour pouvoir transformer nos minerais localement,
pour pouvoir accroître la dimension prise de valeur, pour pouvoir aussi, et on n'en parle pas très souvent, utiliser ces minéraux-là localement. Mais, nom de Dieu, que fait-on avec le cuivre? On fait des câbles pour conduire de l'électricité. Nous avons des besoins d'énergie. En ce moment-là, il faut que ces câbles d'électricité-là puissent être voués à l'augmentation du taux de desserte électrique dans tout le pays. On ne peut pas construire un pays si on n'a pas l'industrie de l'acier, par exemple. Mais l'acier, ça provient du fer. En ce moment-là, comme a dit Alkitenge tout à l'heure, nous devons avoir un modèle économique cohérent, suivi d'un plan économique cohérent. Il y a de l'expertise congolaise, on parle de local content, à travers le monde. Il est bon très rapidement de l'identifier, de faire appel à cette expertise, et lorsqu'il vient des besoins d'animation des structures, même étatiques, qu'on s'éloigne du politique et qu'on s'assure de l'expertise technique des animateurs. La première priorité, c'est d'abord de définir une vision claire. Lorsque vous avez la vision, elle ne suffit pas, puisque vous savez qu'au Congo, c'est un pays des professeurs, donc ce n'est pas un problème de vision, c'est un problème de volonté politique. Lorsque vous avez la volonté politique, vous avez besoin d'une équipe. Et cette équipe-là ne doit pas être une équipe partisane. Vous avez un échantillon des intelligents congolais qui sont réunis ici. Lorsque vous avez ça, vous choisissez des secteurs. Personnellement, je suis contre cet adage qui dit « le Congo est un scandale géologique », puisque j'ai l'impression que c'est ce qui nous laisse dans la paresse. On a nos mines, nous dormons sur ça, mais pourtant, les économies qui se construisent aujourd'hui, c'est des économies qui ne se sont pas construites sur base des ressources minérales. Ça veut dire que lorsque j'ai défini ma vision, j'ai fait une bonne économie. Comme première priorité, bonne économie. Deuxième priorité, bonne économie. Troisième priorité. Pourquoi ? Parce que c'est avec l'économie que je vais financer la formation. Le plus important, les peuples ont besoin de voir la volonté. La volonté d'aller de l'avant, la volonté d'apporter du changement et surtout la volonté de répondre à ces préoccupations de base qui sont l'éducation, l'enseignement. Et les restes, ce sera le facultatif. Monsieur Patrick Mouyaya, qui est un ami, était conseiller du Premier ministre, donc ce n'est pas... Donc il porte une part de responsabilité. Donc il est un responsable. J'ose croire que si nous organisons, si des activités comme ceci se fassent en RDC aujourd'hui, ce n'est pas sorti du néant. Il y a 10 années, des activités de ce genre n'existaient pas dans ce pays. Nous sortons des situations très difficiles. Un vaste chantier, mais dont l'ambition au Sultani Makutano est d'apporter sa pierre à l'édifice en étant un forum avec un plus et pas seulement un forum de plus. Une journée d'intenses discussions n'avait pas entamé l'entrain des centaines de convives mis sur leur 31 pour assister à l'incontournable soirée de gala qui clôture les 2 journées du Forum Sultani Makutano. Le Sultani Makutano, c'est un réseau d'affaires et un think tank, mais aussi un espace de célébration de la réussite africaine. C'est devant l'hôtel Sultani, paré également de ses plus beaux atours, que partenaires, entrepreneurs, artistes et politiques ont d'abord pu profiter des festivités préparées à leur intention. Une réception conviviale qui faisait la part belle aux talents artistiques locaux. La soirée s'est clôturée avec la remise de prix et de reconnaissance aux fils et filles de la République démocratique du Congo, de l'Afrique et sa diaspora pour leurs efforts dans l'émergence du continent. Le rendez-vous est donc pris en 2019 pour la 5e édition du Forum Sultani Makutano, là où l'Afrique se rencontre. Merci.